Bon, très bien. Alors, je suis très heureux d'être avec vous. Merci de m'avoir invité à cet événement et merci à Vincent Harel et au collectif. Donc, ça me fait très plaisir. Euh, je, je suis Patrick Fougerolas, donc, euh, moi, je me définis comme un anthropologue du handicap. Je suis engagé depuis une quarantaine d'années dans le mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap et avec une carrière de chercheur et de professeur, mais sur toutes les questions finalement là, qui permettent de mieux comprendre le sens du handicap. Ça va? Excellent. J'y vais? Très bien. Alors, parfait. Je ne sais pas pour à qui vous m'entendez, sinon vous me faites signe. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelle autonomie parle-t-on et l'aborder aussi dans la perspective du modèle social interactionniste du handicap et de la participation sociale. À l'instar des grands principes démocratiques de liberté, d'égalité et de fraternité, de nouveaux idéaux de la modernité comme les notions d'autonomie, d'indépendance, d'accessibilité, de participation et d'inclusion sont à l'ordre du jour des politiques sociales concernant les phénomènes du handicap, mais aussi du vieillissement accéléré de nos populations. Mais en cherchant à en trouver des définitions explicites et partagées, force est de constater que le sens qui leur est donné est multiple et variable selon les acteurs sociaux, selon les points de vue des acteurs sociaux. Aujourd'hui, mes propos toucheront principalement le concept d'autonomie et tentent d'éclairer les débats en cours pour en arriver à une meilleure compréhension de ses composantes selon les domaines d'application. De quelle autonomie parle-t-on? Est-ce une qualité ou caractéristique individuelle? Est-ce une possibilité dépendant de la qualité d'accessibilité et de compensation du territoire d'appartenance des citoyennes et citoyens ciblés? Est-ce un résultat de l'interaction ou encore de l'agencement des caractéristiques singulières de chacun avec celles de son milieu de vie? Alors, c'est intéressant de se référer à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui est en fait le modèle vers lequel nous tendons tous, hein, même s'il y a des variations au niveau national sur son adoption véritable et surtout sa compréhension. La Convention nous donne une notion de handicap qui est relative et qui évolue. Et ce qui est d'important, c'est que cette définition-là a été adoptée avec non seulement une participation à l'ensemble du processus, mais vraiment une orientation qui était définie par les personnes elles-mêmes, donc dans une perspective par et pour les personnes concernées à l'ONU pour le développement de la Convention. Donc, cette définition nous dit que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc, si on comprend cette définition-là, on peut l'aborder d'abord pour toute personne, hein. Dans un modèle anthropologique, il est clair que toute personne, de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, vit dans un contexte spécifique et c'est dans cette interaction avec ce contexte,
avec la possibilité de disposer des ressources nécessaires pour son bon développement et pour la réalisation de ses habitudes, comme on a dit, de ses habitudes de vie, hein, donc sa participation sociale. Toute personne vit dans un contexte et dans un milieu familial, dans un environnement collectif, et c'est l'interaction de cette personne tout au long de sa vie avec son milieu de vie qui lui permet d'avoir la possibilité de participer socialement, hein, d'aller à l'école, de travailler, de s'occuper de soi. Et donc, on comprend que quand on va parler de situation de handicap, hein, c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire c'est le résultat de la relation entre la personne et un contexte qui va lui permettre soit d'être en situation de participation sociale, soit de situation de handicap, hein, qui est synonyme d'une situation d'exclusion. Alors, si on regarde le terme autonomie, en général, le terme autonomie, il est bien perçu, hein, par le grand public. Et il est compris comme une manière normale de faire les choses et un objectif aussi qui est légitime de protection et de solidarité sociale des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d'autonomie. Je prends ces deux axes, hein, parce qu'ils sont en jeu dans les débats actuels au niveau justement des politiques en lien avec l'autonomie. Toutefois, le concept d'autonomie, comme l'accessibilité et l'inclusion, demeurent des termes dont la polysémie est indissociable des transformations socio-historiques françaises et internationales depuis la prise en charge étatique des invalides de guerre lors de la Première Guerre mondiale pour la réinsertion sociale et la récupération de la capacité de travail. Quand on pense à ce statut d'invalide, il est fondé sur un modèle biomédical, sur les diagnostics, hein, sur l'évaluation plus des déficiences et l'évaluation de la capacité ou de l'incapacité de travail, donc avec une dimension économique. Et cette incapacité de travail, elle est perçue comme un attribut qui appartient à la personne, un attribut personnel, et non comme, avec le modèle social interactionniste, le résultat des agencements, des relations entre les caractéristiques personnelles et les dispositifs d'accès à l'emploi. Donc, cette approche dichotomique entre les valides et les invalides, initialement fondée sur la capacité de travail et l'obtention d'une pension d'invalidité, s'est généralisée aux invalides civils, quelle que soit la cause des déficiences et incapacités. Et la catégorisation personnes handicapées s'est généralisée progressivement, mais n'a pas été appliquée aux personnes aînées acquérant des incapacités liées au vieillissement. Et c'est là qu'il y a une tension majeure. L'expansion contemporaine du néolibéralisme avec sa valorisation de l'individualisme et sa tendance à attribuer la responsabilité à chaque citoyen de s'autonomiser pour vivre une vie meilleure, hein, cette fameuse injonction à l'autonomie, pour vivre une vie meilleure de bien-être et de développement personnel et familial selon son projet de vie, entre guillemets. Et actuellement, il en résulte une volonté d'harmonisation des dispositifs d'autonomisation pour l'ensemble des personnes ayant des incapacités, qu'elles soient jeunes, adultes ou âgées. Alors, quand on parle des personnes âgées, on va voir là qu'il y a une influence majeure du modèle médical gériatrique sur la manière même dont on réfléchit à l'autonomie, puis surtout à la perte d'autonomie. Les acteurs médicaux sont omnipuissants quand on entre dans le territoire des personnes âgées en perte d'autonomie. On est dans un silo dont la solidité demeure ancrée dans des rapports de pouvoir inégalitaires entre ceux qui savent et les patients, entre guillemets, qui le plus souvent subissent. Les aînés pris en charge par les soins et services de longue durée auraient perdu quelque chose qu'ils auraient expérimenté auparavant, c'est-à-dire l'autonomie.
Alors, comment on peut concilier ça quand, dans notre perspective, dans ma perspective, dans une perspective relationnelle personne-environnement, l'autonomie n'est pas une qualité personnelle essentialisée que l'on pourrait perdre. L'autonomie ne peut advenir sans un agencement entre le corps, l'esprit, les aptitudes de chacun et un contexte inclusif accueillant à la diversité corporelle, fonctionnelle, comportementale et identitaire qui peut assurer l'équité d'accès aux moyens nécessaires à l'effectivité des droits humains de chacun. Et malgré la visibilité très marketing de l'autonomie positive et valorisée, on voit quand on regarde les textes, et en particulier par exemple avec la CNSA, dès qu'on entre dans les textes, les rapports administratifs ou les outils d'évaluation, comme par exemple la grille Agir ou SMAF au Québec, et qu'on a vu ressurgir au moment de la pandémie dans les outils de triage, et on réfère toujours à la perte d'autonomie comme un synonyme de la terminologie classique gériatrique de dépendance. Et comme le mot dépendance est mal aimé parce qu'il est jugé trop stigmatisant, cette notion d'autonomie et de perte d'autonomie, finalement, remplace la notion de dépendance. Le phénomène contemporain, donc, de ce que j'appelle la gériatrisation du handicap, exporte donc son modèle biomédical à tendance autoritaire et paternaliste aux personnes en situation de handicap, en les assimilant aux personnes aînées sous le vocable commun de personnes en perte d'autonomie, comme avec la 5e branche de la CNSA. Et pour moi, ceci est alarmant. C'est alarmant pour le mouvement de vie autonome international qui, depuis 35-40 ans, est en conquête d'autonomie. Cette perspective ne semble pas avoir été non seulement prise en compte, mais partie prenante d'une tendance contemporaine liée au vieillissement rapide de la population, en fait, qui nous fait retourner aux luttes émancipatrices des personnes présentant des incapacités de leurs alliés pour les droits humains des années 70 et 80, comme Henri Jacques en a parlé. Donc, il est nécessaire, je pense, pour bien voir les tensions et les grands dangers qu'il y a à l'assimilation à la fois des personnes en situation de handicap et des personnes vieillissantes qui sont elles aussi des personnes en situation de handicap, cette assimilation à des personnes en perte d'autonomie, c'est-à-dire dépendantes, et dans un sens négatif. Et il est nécessaire de référer aux principes fondamentaux du mouvement de vie autonome des jeunes adultes ayant des incapacités, qui dans les années 70 et 80 se sont mobilisés pour préciser les sens pouvant être donnés au concept d'autonomie et qui est en fait synonyme d'autodétermination et du processus de développement du pouvoir d'agir et de choisir, donc prendre des décisions et avoir des alternatives, des choix pour pouvoir les réaliser, pour vraiment exercer son autodétermination. Et ça peut être autant au niveau individuel que collectif. Donc, le mouvement de vie autonome, qui est toujours actif actuellement au niveau international et dont les principes ont été développés par et pour les personnes elles-mêmes, sont repris dans les articles 19, donc sur la vie autonome, sur l'autonomie de vie et l'inclusion sociale de la Convention, et également l'article 12 qui traite de la capacité juridique et de décision dans la Convention. Donc, cette notion d'autonomie décisionnelle est centrale donc, à ce mouvement et au mouvement de vie autonome.
l'enjeu pour les personnes, c'était de se départir, et c'est encore de se départir de rapports de pouvoir qui privilégient l'hétéronomie fondée sur des savoirs experts, médicaux, médico-sociaux, fondée sur les réglementations administratives institutionnelles ou professionnelles, et qui motive du coup les personnes à s'en départir et à réacquérir leur possibilité de piloter leur vie, à engager, former et gérer des assistants personnels et à valoriser les savoirs expérientiels des pairs et le transfert entre pairs, de ce qu'on appelle la pair-aidance et la pair-émulation. Alors, ces grands principes, il faut les reprendre pour ne pas tomber dans ce travers de perte d'autonomie vu comme quelque chose de négatif. Et donc, il faut revenir à cette idée que l'autonomie, l'autodétermination, tout comme la participation sociale, ce sont des résultats, donc, de cette relation entre chacun d'entre vous avec votre contexte de vie, autant au niveau familial et de votre micro-environnement que dans votre collectivité. Et bien entendu, tout cela est régi par nos législations et les politiques. Donc, et c'est le résultat de cette relation-là qui détermine la qualité de notre participation sociale et les possibilités de pouvoir exercer une certaine autodétermination. Alors, le handicap, ce n'est pas une caractéristique individuelle, c'est la résultante donc d'une interaction continue dans le temps entre des caractéristiques individuelles et environnementales qui sont sollicitées pour réaliser une habitude de vie. Le handicap représente donc une restriction de la participation sociale et une entrave à l'exercice du droit humain. Alors, l'autonomie, c'est se gouverner soi-même, et dans ce sens qui est privilégié par le modèle social interactionniste du handicap, elle rejoint la notion d'autodétermination. L'autonomie, c'est décider pour soi, et son contraire, comme c'est l'hétéronomie, qui signifie que ce que nous faisons est imposé par les autres. L'autonomie renvoie avant tout à la capacité de jugement et à un contexte permettant de se gouverner soi-même. Elle s'oppose à la notion d'hétéronomie qui correspond au fait de vivre selon des règles imposées, comme dans un contexte de prise en charge médicale, paternaliste, ça peut être capacitiste, validiste, agiste ou lié à des règles institutionnelles. L'autonomie qui doit s'exercer toujours. En fait, il faut comprendre que l'autonomie s'exerce toujours dans un cadre contraint, c'est-à-dire on ne peut pas en parler comme un absolu. Et ça correspond au fait de pouvoir choisir pour soi ses règles de conduite, l'orientation de ses actes et aussi la notion des risques, les risques encourus. L'autonomie ne signifie donc pas de faire les choses par soi-même et sans aide extérieure, et l'autonomie n'est pas un synonyme d'indépendance. Il y a une confusion entre ces notions. Être autonome, ce n'est pas obligatoirement être indépendant, mais plutôt ça met l'accent sur la capacité l'indépendance met l'accent sur la capacité à faire les choses par soi-même sans aide. Donc, l'utilisation de la notion d'autonomie fonctionnelle, par exemple en rééducation, en adaptation, réadaptation pour les personnes en situation de handicap ou en démarche d'autonomisation pour les personnes âgées, on va se concentrer sur cette idée que c'est l'autonomie fonctionnelle qui signifie faire quelque chose soi-même et qui réfère à un degré d'indépendance ou de dépendance envers les ressources sociales et physiques de son milieu. Alors, l'autodétermination est justement au cœur, au centre de cette relation entre autonomie, si vous voulez, et hétéronomie, et dépendance
et indépendance. Donc, ce qui est important dans cette perspective-là, c'est que tout être humain, tout citoyen, vous et moi, nous sommes interdépendants de notre contexte. Alors, à chaque fois qu'on prend ces notions-là dans leur absolu, il faut comprendre qu'autant l'autonomie et l'autodétermination, en fait, c'est une question d'intensité et de variation, et qui est reliée à les possibilités à la fois de prendre des décisions qui sont liées au contexte, d'avoir un ensemble de choix et de pouvoir donc faire une réelle décision avec des alternatives et dans une perspective aussi de voir l'assistance et la fameuse dépendance, non pas comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme la possibilité de réaliser en interdépendance avec mon milieu, avec les ressources qui y sont disponibles, de pouvoir me réaliser et participer socialement dans une perspective là d'exercice de mes droits de citoyen. Alors, je vous remercie. Je vous entends pas beaucoup. Je ne sais pas, Monsieur Fougerola, s'il faut que je vous traduise les applaudissements. Il y a comme un écho, mais ça va. Allez-y. Des questions dans la salle. Nous aussi, nous avons un écho. Non, non, ça va, je vous entends. Ah, très bien. Monsieur Fougerolas, on en avait parlé au téléphone. Vous vivez au Québec, vous êtes dans un autre contexte. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu un cap, puisque nous sommes en fin de session, un cap sur les progrès que la France pourrait faire sur les questions alors d'autonomie ou d'autodétermination? Oui, bien sûr. Ben, je pense que j'ai un peu posé les éléments, c'est-à-dire que actuellement, on interprète toutes ces questions d'autonomie, d'autodétermination euh, à partir d'une perspective qui est dépassée, cette perspective justement de situer chez l'individu ces éléments comme des qualités personnelles et non pas dépendant des possibilités qui lui sont données par un accompagnement, par un accès plus inclusif pour pouvoir réaliser son autodétermination. Donc, en fait, je pense que par rapport à la France, et on le voit un petit peu partout au niveau des personnes elles-mêmes et des milieux, hein, les milieux médico-sociaux, par définition, devraient et sont des alliés de ce mouvement de transformation qui tend vers justement une compréhension sociale donc du handicap et qui ne situe pas la responsabilité de l'individu, de l'autonomie, de la participation sociale sur la personne et sur sa responsabilité, mais bien sur la jonction et sur les possibilités qui lui sont offertes dans son contexte pour pouvoir s'exprimer, prendre la parole, participer socialement, être impliqué dans une perspective de gouvernance participative, que ce soit pour sa propre situation, mais aussi d'un point de vue collectif au sein même
à la fois des organisations institutionnelles, mais aussi de la vie courante, là, comme participation citoyenne. Donc, je pense que le cheminement dans lequel est engagée la France, c'est justement de tendre vers cette transition, vers une compréhension contemporaine là, du handicap et de la participation sociale, et se sortir un petit peu de ces perspectives cloisonnées pour aborder toute, toute cette question-là justement de jonction aussi. Est-ce qu'on peut, par exemple, comprendre que les personnes âgées en situation, en perte d'autonomie, sont aussi des personnes en situation de handicap, et qu'on ait une possibilité de jonction? Je sais qu'on est encore très loin de ça, même s'il y a une volonté. La jonction est nécessaire, mais il ne faut pas que l'attention politique et sur les personnes âgées et l'accélération du vieillissement de la population fasse en sorte que l'assimilation aux personnes en situation de handicap nous fasse reculer encore dans cette perspective individuelle de prise en charge, et qui va à l'encontre d'une perspective de droits humains. Merci. Et j'aurais encore une question. Pensez-vous que sur la question de l'autodétermination, un des moyens de diffuser, d'infuser en tous les cas au sein des établissements, pensez-vous qu'il faille, et comment, former des professionnels à l'autodétermination? Oui, bien entendu, c'est comme il est essentiel justement de rendre accessible cette perspective et puis ces connaissances par la formation. C'est vrai pour les personnes comme pour les professionnels, comme pour les politiques. Il est fondamental actuellement que les personnes prennent la parole et expriment cette orientation de liaison, d'agencement, de compréhension, que mes possibilités ne sont possibles que si les contextes, les moyens, les ressources, les attitudes changent et rendent possible de pouvoir aller vers cette transition. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas tout voir comme des absolus. Hein, c'est-à-dire qu'actuellement, quand on parle d'accessibilité, d'inclusion, d'autonomie, c'est comme si, parce qu'on en parle, c'est quelque chose qui était réalisé. Mais Henri Jacques l'a bien mentionné tout à l'heure, ce sont des idéaux vers lesquels on doit tendre, mais toujours en regardant la situation spécifique de chaque personne. Chaque individu, chaque personne a une singularité pour interagir avec son contexte, et Loïc en parle aussi beaucoup. Moi, je me mets de l'avant beaucoup un principe d'incertitude. Alors, on ne peut pas jamais savoir avant de connaître la personne et son contexte de vie, sa réalité, ses possibilités. On ne peut pas savoir quoi que ce soit à l'avance. Et le modèle interactionniste, moi, je le présente toujours comme une page blanche, c'est-à-dire avant même de pouvoir dire qu'est-ce que doit faire la personne, il faut connaître sa réalité, connaître son contexte de vie, et donc c'est
la construction de cette histoire et de cette histoire singulière dans un contexte spécifique qui permet d'évaluer les obstacles et les possibilités de cette personne de s'autodéterminer et de pouvoir exprimer ses besoins, comme on l'a dit, pour réaliser son projet de vie. Je vous remercie, Monsieur Fougerola. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'animer avec vous qui êtes à distance et très loin, mais en tous les cas, ne prenez pas notre silence pour du non-intérêt, bien au contraire. Ah, monsieur, mais venez ici, Monsieur Andrien, parce qu'il me semble qu'il y a un problème de micro. Venez. Oui, bonjour Patrick. Une question pour toi. Généralement, parmi les croyances dont je parlais tout à l'heure, on a souvent l'idée, la croyance que le Québec serait un modèle idéal ou un modèle très intéressant de progrès. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur les luttes politiques actuelles ou récentes au Québec pour nous montrer que justement dans des contextes différents, la question politique autour du handicap est peut-être assez parallèle et les luttes se ressemblent plus qu'on ne pourrait le penser. Je suis désolé, hein, c'est très difficile à comprendre. Tu n'as pas compris. Tu m'entends? C'est très difficile à suivre. Le volume est très bas. Non? Oui, ça va là. Donc je disais, le Québec serait un modèle un peu parfait. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots des luttes politiques récentes autour du handicap? Je pense notamment à Jonathan Marchand, par exemple, qui montre que finalement, dans des contextes différents, les problématiques politiques se ressemblent quand même beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser à la base. Je suis désolé, j'attrape pas tout, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait le Québec. et c'est pour vous dire aussi que, en fait, d'après ce que je comprends, là, je pense qu'en France, il y a une image un peu idéale du Québec. Et c'est vrai qu'au Québec, il y a eu un développement de tout le mouvement de défense de droits et de prise en compte là, de cette question du handicap là, depuis les années 70. Mais actuellement, dans le contexte là, de l'austérité néolibérale depuis plusieurs années, on est justement dans une remise en question des progrès qui ont été faits. Et dans ce sens-là, la réflexion est tout aussi valable pour le Québec qu'en France et ailleurs. Donc, on fait face actuellement à une tendance à invisibiliser les personnes en situation de handicap. La situation de la pandémie en a été un exemple vraiment frappant, de regarder beaucoup toute la dimension justement du vieillissement des sociétés, vieillissement de la population, pardon, et de ce fait-là, d'ignorer la question de la transition inclusive. Alors, dans les discours, tout va bien, mais dans les actes et puis sur le terrain, la situation est assez difficile. Et ça entraîne une remobilisation du mouvement de défense de droit, puis une résurgence vraiment même d'action directe au Québec, où finalement cette négligence gouvernementale redonne un moteur au développement du mouvement de défense de droit actuellement. Alors, c'est la situation au Québec, mais c'est vraiment donc
un enjeu majeur actuellement de reprise là, de pouvoir par les personnes elles-mêmes. J'ose même pas parler. Merci, Monsieur Fougerolas. Je ne sais pas si vous nous entendez. On va vous applaudir. Merci beaucoup. Je ne vois pas non plus. Et tant mieux si mes propos ont pu vous rejoindre et bon 15e anniversaire et le meilleur pour vous. Merci beaucoup.